Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Prenez cette icône qui est le classe G dont le design n'a pas vraiment changé depuis des décennies et greffez-lui une énorme batterie et vous obtenez le nouveau classe G électrique que Mercedes vient de présenter. Mercedes a juste fait quelques retouches esthétiques comme la calandre et le capot retravaillés, a priori pour améliorer la circulation de l'air et donc l'aérodynamique, mais une brique reste une brique. Et à la place de la roue de secours, nous retrouvons un rangement pour les câbles de recharge. Pour la partie mécanique, on retrouve 4 moteurs électriques bourrés de muscles, 588 chevaux, mais surtout un couple phénoménal de 1164 Nm, de quoi tracter toute l'usine Mercedes de Stuttgart sur plusieurs mètres et permettant un 0 à 100 en 4 secondes 7. Mais ce classe G électrique, prénommé G580 EQ, est surtout taillé pour le tout-terrain, où il est encore plus à l'aise que le classe G classique. Il n'a en effet pas besoin de blocage de différentiel, ici nous retrouvons une transmission à 2 vitesses pour chacun des moteurs. Et parlons maintenant de cette batterie, une capacité colossale de 116 kWh, mais vous vous en doutez, avec cette aérodynamique de char, l'autonomie n'est que de 470 km selon la norme WLTP. Évidemment, le poids de ce classe G électrifié s'envole à 3085 kg. Et à un prix de départ de 171 100 €, cela nous fait du 55,46 € le kilo pour la version de base. Mais la question est, qui est la clientèle cible? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Voici maintenant 2 petites photos volées du prochain monstre sacré de Bugatti, prêt à rugir sur nos routes et à nous faire baver d'admiration. Regardez ce profil, l'arc de cercle traditionnel qui encadre les portières a décidé de prendre quelques libertés avec la géométrie et ce diffuseur arrière donne l'impression de vouloir vous avaler tout cru. On retrouve également des feux arrière tout encourbés en LED. Et pour la partie mécanique, adieu le légendaire W16 à 4 turbos, bonjour au V16 hybride. On n'en sait pas encore beaucoup sur ses caractéristiques, mais une chose est sûre, ça va décoiffer avec des performances encore supérieures à celles du W16 qui, rappelons-le, développait entre 1500 et 1600 chevaux selon les versions. Mais bien sûr, il y a toujours cette question de poids. L'électrification, c'est lourd, c'est un fait, mais Bugatti a quelques bons ingénieurs et le W16 n'était clairement pas le dieu de la légèreté avec ses 10 radiateurs et ses accessoires surdimensionnés. Bugatti trouvera forcément le juste équilibre pour sa toute première voiture hybride. Après tout, la Chiron flirtait déjà avec les 2 tonnes, alors pourquoi pas? Alors restez à l'écoute, Bugatti nous a promis que tout sera révélé en juin. D'ici là, pourquoi ne pas vous mettre dans l'ambiance en écoutant le doux ronronnement de ce futur V16 ? De la terre battue dans votre voiture, ça vous dit? Eh bien, du 20 mai au 9 juin, Roland-Garros, le tournoi emblématique du tennis, s'apprête à faire son retour. Et qui d'autre que Renault pour pimenter cette épopée sportive pour la 3e année consécutive. Renault dévoile donc sa dernière pépite, la première série spéciale de sa petite citadine, la R5 Roland-Garros. Au programme 4 teintes soigneusement sélectionnées, du blanc nacré au gris schiste mat, en passant par le bleu nocturne et le noir étoilé. Le tout avec un jonc de toit chromé, des jantes spécifiques de 18 pouces ou encore une décoration sur les portières avant. À l'intérieur, on retrouve une sellerie spécifique gris clair en matériaux 100% recyclés et inspirés des vêtements de sport. Et les détails ne manquent pas avec le logo Roland-Garros fièrement brodé sur les dossiers de siège avant notamment. Et que dire de la console centrale? Un tapis de charge à induction pour smartphone conçu avec de la poudre de terre battue. Et oui, vraiment. Et pour compléter le tableau, il y aura également des surtapis dans le même esprit. Cette Renault 5 e-Tech Roland-Garros sera disponible en 2025 et elle est quand même très craquante, vous ne trouvez pas ? Passons dans le monde électrisant des quadricycles où une nouvelle sensation vient de faire son entrée. Nissan, le titan japonais de l'automobile, a décidé de conquérir ce marché de niche inspiré par le succès fulgurant de la Citroën Ami. Et comment ? Eh bien en s'associant avec la marque Silence, un nom qui résonne comme une promesse de quiétude dans le tumulte de la ville. Silence, c'est des 2 roues et désormais un quadricycle, le S04 Nanocar. Avec cet accord, Nissan prend les commandes de la distribution de la gamme Silence à travers son réseau de concessionnaires européens et la France sera le premier terrain de jeu de cette alliance électrique dès le mois de juin. Le S04 Nanocar se décline en 2 versions, en L6e et L7e.
La première sera limitée à 45 km/h et la seconde sera capable de vous propulser jusqu'à 85 km/h. Côté autonomie, ce n'est pas si mal, avec respectivement 175 et 149 km grâce à deux batteries de 5,6 kWh qui pourront être échangées dans des stations dédiées, en plus de pouvoir se recharger de manière classique. Voilà une excellente idée car sortir une rallonge de 60 mètres par la fenêtre de son appartement pour charger une Citroën Ami n'est pas vraiment l'idéal. Mais tout ça a un prix, accrochez-vous bien, entre 14 870 et 16 660 euros. En somme, pour le prix d'une Rolls-Royce Silver Shadow de 1975, vous avez le droit à une voiture de golf, mais sans les 18 roues. Imaginez-vous au volant d'une voiture électrique, bon je sais ça ne va pas en faire rêver certains, mais imaginez quand même, vous roulez, mais attention, pas de panique, on ne va pas tomber en panne d'électricité. Pourquoi ? Parce que Tesla est là, messieurs dames, avec son réseau de superchargeurs, ces oasis de recharge qui surgissent tels des mirages sur votre route électrique. Mais peut-être plus pour longtemps. Enfin, on ne sait pas, car on ne comprend plus rien à la stratégie d'Elon Musk. Au départ, Tesla a compris qu'il fallait penser grand. Comme des conquérants de l'Ouest, ils ont planté leurs stations de recharge à travers le paysage, permettant à leurs fidèles conducteurs de Tesla de parcourir les vastes étendues en toute tranquillité. Ensuite, ils ont décidé d'ouvrir ces stations à toutes les voitures électriques. Tout ça a permis à Tesla de devenir le numéro 1 de la charge rapide dans le monde. Mais là, Elon Musk, le sorcier en chef, décide que peut-être ils ont un peu trop joué les Pères Noël. En effet, Elon Musk a décidé de licencier tout simplement les 500 personnes qui étaient en charge des superchargeurs, qui est pourtant l'un des plus grands succès de la marque. C'est d'autant plus étrange qu'aux États-Unis, le connecteur Tesla est même devenu la norme, une sorte de saint graal de la recharge électrique. Vous avez une voiture électrique, vous avez besoin de jus, pas de problème, allez chez Tesla et tout ira bien. Un atout de taille qui permettait d'entrevoir un grand nombre d'ouvertures de nouveaux superchargeurs. Mais Musk a confirmé lui-même que le rythme d'ouverture allait ralentir. Certains projets de superchargeurs ont même été carrément abandonnés. En parlant d'étrange, parlons de la stratégie de la marque. Ils misent tout sur le robotaxi comme si c'était le saint graal des voitures autonomes. De plus, Tesla ne vend plus aussi bien qu'avant malgré des prix cassés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur le premier trimestre 2024, les ventes de Tesla ont baissé de 13% par rapport à l'année dernière. Pourtant, la division services et autres revenus affiche une croissance de 25%. Ce service étant lié aux superchargeurs. Le fait de licencier les 500 personnes en charge de ce service est donc plutôt compliqué à comprendre, d'autant que la concurrence progresse très vite dans le domaine de la charge rapide. Et voilà qu'on se retrouve avec d'autres départs dans tous les sens chez Tesla. Daniel Ho, le vétéran, celui qui a vu Tesla naître et grandir, s'en va. Il a participé à la conception des modèles 3 et modèle Y et il était surtout responsable de la division chargée de développer de nouveaux véhicules. Pendant que Musk rêve de voitures autonomes, les troupes commencent à se demander si la route est encore tracée vers le succès. Alors est-ce que Musk a raison de jouer les équilibristes avec sa stratégie ? Seul l'avenir le dira, mais donnez-moi vos avis dans les commentaires. La famille Renault s'agrandit avec son dernier rejeton, le Symbioz. C'est comme si le Captur et le Scénic avaient eu une petite aventure torride et en avait résulté ce crossover, une sorte de mélange génétique automobile. Dans cette jungle des SUV compacts, le Symbioz se fraye un chemin affichant une longueur de 4,40 m et est équipé de motorisation soit 100% thermique, soit hybride pour chatouiller l'essence des familles réticentes à l'électrification totale. Il repose sur la plateforme du Captur, dont il reprend également toute la face avant. À l'arrière, c'est l'esprit du Scénic qui souffle avec ses lignes anguleuses et son haillon presque vertical, le tout soutenu par des jantes imposantes de 18 ou 19 pouces qui vous rappellent que le Symbioz n'est pas là pour faire de la figuration. Autant à l'extérieur, c'est plutôt réussi, on a même envie de dire qu'on n'arrête plus Renault, mais à l'intérieur, c'est un peu moins folichon. On retrouve cette planche de bord qu'on a l'impression d'avoir déjà vue 46 000 fois depuis 2017. Cela dit, elle est parsemée de rangements, comme autant de cachettes secrètes pour vos trésors. Le système multimédia OpenAir, fruit de la collaboration avec Google, trône fièrement sur un écran tactile vertical, vous offrant accès direct au plaisir de la navigation, de la musique, de Waze, etc. Conçu pour les familles, il profite d'une banquette arrière coulissante, mais surtout d'un coffre capable d'engloutir bon nombre de cubis de rosée pour partir en pique-nique dominical, grâce à sa capacité de chargement comprise entre 492 et 624 litres lorsque la banquette arrière est avancée. Pour l'instant, seule la motorisation hybride de 145 chevaux sera proposée.
Pour les autres, la marque aux losanges n'en dit pas plus, mais on peut imaginer que le 1 litre de TCE à hybridation légère de 48 volts avec 130 chevaux devrait arriver, ou encore, pourquoi pas, une bicarburation essence GPL. On en saura plus en 2025. Le Symbiose s'impose donc comme un concurrent du 3008, mais on a du mal à suivre la gamme de Renault. Entre un Captur, un Symbiose, un Arcana, un Scénic, un Austral, un Rafale, tout ça commence à beaucoup se ressembler. Et comme le disait le célèbre philosophe Jean-Philippe Samplon, dans le monde du SUV, la lassitude arrive plus vite qu'un éjaculateur précoce pressé. En tout cas, dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce nouveau Symbiose. Plongeons dans le monde palpitant des variantes à venir du Dacia Duster, ce véhicule qui incarne l'esprit de l'aventure à un prix abordable. Commençons par la Turquie où le Duster sera une incarnation Renault, car Dacia n'est pas vendu dans ce pays. Sur la calandre, pas de losange, non, mais le nom de Renault s'étalant fièrement. Puis déplaçons-nous vers les contrées européennes, là où le Dacia Jogger est le seul véhicule de la gamme Dacia à offrir 7 places, et il restera le seul. Pendant ce temps, en Inde, le Duster s'étire pour proposer une version 7 places qu'on imagine tout à fait sur nos routes, même si ça ne sera jamais le cas. Jetons maintenant un coup d'œil du côté des marchés russes et indiens, où le Nissan Terrano a les faveurs des clients depuis des années. Encore basé sur l'ancien Duster, il fera sa grande métamorphose prochainement, revêtu d'un nouveau visage, mais portant toujours dans son ADN la robustesse du Duster. En Amérique du Sud, c'est le règne du SUV coupé, une tendance qui ne cesse de gagner du terrain et que personne ne comprend vraiment. Renault, dans sa grande sagesse, décide de ne pas importer l'Arcana, mais plutôt de créer une version coupée du Duster, s'inspirant de la face avant du pick-up Renault Niagara pour lui donner une allure musclée et élégante à la fois. Entre nous, on le verrait tout à fait rencontrer un grand succès chez nous. Enfin, ne négligeons pas l'Amérique latine où le Duster s'est transformé depuis quelques années en une bête de travail sous le nom d'Oroch, un pick-up robuste et polyvalent prêt à affronter tous les terrains. Et ce n'est pas fini car le 3e opus de l'Oroch se profile à l'horizon mais pas avant 2027 et là encore ça ne sera pas pour nous. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires quelle version de ce nouveau Duster vous aimeriez voir chez nous. Voici maintenant la toute nouvelle création Ferrari, la 12 Cilindri, une diva qui vient prendre la relève de la légendaire 812 Superfast. Cette beauté est une ode à l'élégance et à la puissance qui évoque les fantômes des voitures iconiques des décennies passées, notamment une certaine 365 GTB4 produite entre 1968 et 1974 et plus connue sous le nom de Daytona. Les phares allongés sont relégués au passé, laissant place à une esthétique trapézoïdale qui entoure un regard noir profond où le logo Ferrari trône modestement au centre, tel un joyau dans son écrin. Par contre, à l'intérieur, c'est comme retrouver un vieux camarade, une atmosphère familière héritée du Purosangue où le luxe et le confort se marient à la perfection. Mais la 12 Cilindri est un nom qui résonne comme un hymne à la gloire de la cavalerie débridée et du V12 rugissant. Sous le capot, c'est donc un festival de puissance sans compromis, avec un V12 atmosphérique délivrant 830 chevaux et 678 Nm de couple de pure adrénaline, sans la moindre once d'hybridation, de batterie ou de tout autre truc moderne et fade. Et avec un régime maximal de 9500 tours minute, vous en conviendrez, cette 12 Cilindri ne connaît pas la discrétion. Et c'est très bien ainsi. De plus, avec un empattement raccourci et ses 4 roues directrices, la 12 Cilindri promet une agilité redoutable, tandis que la rigidité en torsion a été renforcée pour une tenue de route sans faille. Mais le clou du spectacle, c'est la version découvrable Speeder, qui vous permettra d'apprécier la symphonie du V12 avec le vent dans les cheveux et vice-versa. Le poids supplémentaire est minime, seulement 60 kg de plus que la coupée qui pèse 1560 kg. Bien sûr, tout cela a un prix, 395 000 € pour la version coupée et 435 000 pour la Speeder. Un détail insignifiant pour ceux qui aspirent à posséder l'ultime expression de la passion automobile. Mais rappelez-vous, la vraie richesse réside dans les émotions que seule une Ferrari peut offrir. Et enfin, pour terminer cette vidéo, si vous souhaitez faire jusqu'à 380 € d'économie par an sur votre assurance auto, nous avons mis au point un petit comparateur gratuit et qui ne vous engage en rien. Il vous prendra 2 minutes pour obtenir les meilleurs prix, alors si vous trouvez que vous payez beaucoup trop cher pour votre assurance, vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo pour trouver la meilleure assurance auto au meilleur prix et gratuitement.
Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!